Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, vendredi dernier, j'intervenais ici même pour exposer les raisons de mon désaccord avec le budget de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, c'est à propos de l'enseignement scolaire que j'interviens, contestant à nouveau le budget attribué à cette mission. Au préalable, je souhaite souligner qu'il ne s'agit ni pour moi ni pour mon groupe de nous complaire dans une opposition systématique ou partisane. Voir chacun de nos amendements retoqués ne nous amuse pas, sachez-le. Mais je souhaite insister sur le fait que ces désaccords sur les budgets révèlent sur le fond deux conceptions tout à fait antagonistes de concevoir des politiques. La première, la vôtre, consiste à déterminer des priorités d'action en fonction d'un budget déjà scellé et soumis à une cure d'austérité. La seconde conception, la nôtre, consiste à affirmer que la formation de la jeunesse est la priorité des priorités. À partir de là, nous trouvons les moyens de satisfaire cette priorité, mettant en œuvre une politique générale de relance, d'ailleurs vivement recommandée par le FMI. De ce fait, Monsieur le Ministre, et comme je l'avais déjà évoqué en commission, ce cadre austéritaire auquel vous souscrivez vous amène à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Bien entendu, nous saluons votre action quand il s'agit d'assurer des classes de 12 élèves dans les REP+, de mieux accompagner des scolaires en situation de handicap grâce au maintien des contrats aidés qui seront formés, de réintroduire des classes bilingues, etc. Mais vous n'apportez aucune réponse sur des sujets aussi fondamentaux que les remplacements et le rôle des listes complémentaires pour y répondre de manière convenable. Le problème des contractuels dans le primaire, mais aussi dans le secondaire. Là, on connaît des situations véritablement rocambolesques. Comme le dénonçait un reportage d'Envoyé spécial, de 25 000 contractuels se recrutaient chaque année pour 1 500 € par mois, sans avoir non seulement la formation d'enseignant, mais même la connaissance la plus élémentaire de la discipline enseignée. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous répondre à cette pénurie? Autre problème chronique, les classes surchargées. Au lycée Jean Renoir de Bondy, où j'intervenais récemment, les classes de terminale ne comprennent pas moins de 35 élèves. Une manière probablement de les préparer aux cours en amphithéâtre à l'université, me direz-vous. Enfin, permettez-moi de signaler les collectivités territoriales qui participent jusqu'à 20% du budget de l'éducation et à qui vous demandez déjà tant. Voici quelques informations en direct de la Seine-Saint-Denis, Monsieur le Ministre. Dans les écoles communales de Bagnolet et de Stein, des élèves ont dû faire cours en manteau, faute de chauffage. Au lycée Olympe de Gouges, sur ma circonscription, il y a pénurie d'agents d'entretien. Ceux-ci sont à la limite du burn-out, faute de remplacement et de postes supplémentaires. Le lycée reçoit 400 élèves en plus cette année, dans 12 préfabriqués, soit 600 mètres carrés de surface en plus à nettoyer. Voilà aussi la réalité, Monsieur le Ministre. Et sur qui comptez-vous pour l'action Devoir fait, sinon sur le bénévolat des AVS, le volontariat des enseignants ou des associations locales déjà exsangues? Monsieur le Ministre, la hausse de 1,3 milliard d'euros ne permet pas de répondre aux problèmes que je viens d'évoquer. Elle est en total décalage avec les nécessités de base de votre mission. Selon nous, c'est 14 milliards de plus qui seraient nécessaires pour répondre aux enjeux d'une éducation nationale qui aurait cette simple ambition, être gratuite, laïque, obligatoire et de qualité pour tous. Concernant la gratuité, nous avons donc demandé des rapports d'information. D'une part, sur le coût de la mise en place de cantines scolaires bio et à circuit court, manière de lutter contre les inégalités qui se retrouvent aussi dans l'assiette. D'autre part, un rapport sur le coût des fournitures scolaires et plus particulièrement celle des filières professionnelles. À propos de la laïcité, nous remettons en cause l'augmentation du budget réservé aux écoles privées. Certes, le sujet reste plus que jamais sensible. Mais nous savons que la demande grandissante des parents pour le privé n'est pas tant la recherche d'un enseignement à caractère religieux que celle d'un enseignement de qualité. Or, nous nous opposons à cette tendance à privatiser le service public sous prétexte de ses défaillances. Il s'agit d'une technique de privatisation très bien décrite par Noam Chomsky d'ailleurs. Pour privatiser un service public, commencer par baisser son financement, il ne fonctionnera plus, les gens s'énerveront et voudront autre chose. Par ailleurs, nos enfants ne sont pas des parts de marché. C'est pourquoi nous refusons les partenariats que l'éducation nationale construit avec des multinationales comme Microsoft en situation de quasi-monopole. Enfin, nous militons pour une école obligatoire de 3 à 18 ans au regard des exigences actuelles de qualification. Une école de qualité impliquant un personnel qualifié et valorisé. Cela passe par la titularisation et la formation des précaires, ainsi que la valorisation de l'ensemble de la profession.
Voilà, Monsieur le ministre, pour toutes ces raisons, nous nous opposerons cette fois encore à ce budget. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Rubin.